Alors, c'est un grand plaisir, toujours, d'être ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de TH et de drogue. En fait, c'est une introduction. Maurice fera le mieux, le plus que moi. Donc, voilà, c'est un peu mon but aujourd'hui. Alors, quant à mes conflits d'intérêts, je pense ne pas en avoir pour cette réunion, mais il faut savoir qu'il y a longtemps, je travaillais pour Pfizer. Mais pour le reste, mon activité avec l'industrie pharmaceutique n'a rien à voir avec les TH. Donc ici, dans cette session, je parlerai un petit peu d'épidémiologie et des comorbidités des TH et de l'usage de drogue. Et je vous parlerai rapidement aussi de la prévention possible, surtout chez les enfants présentant des TH. Et je parlerai aussi de modèles à la fois génétiques, de neurobiologie, mais c'est Maurice de Mathéis qui en dira le plus, et puis nous finirons avec quelques conclusions. Alors, si on parle d'épidémiologie, il y a à peu près 10 ans, on a fait une méta-analyse qui, je crois, depuis a été souvent citée. C'était assez surprenant, même choquant pour nous, de voir que si l'on regarde à la fois les ados et les adultes, eh bien, à peu près un quart d'entre eux euh, rentrent dans les critères des TH adultes. Et dans cette étude, il y avait des gammes de valeurs assez importantes qui allaient de 10 à 50%, parfois à 55%. Donc la question était de savoir pourquoi. Est-ce que c'est une question de traitement ou est-ce que c'était une question de qualification des patients? Ensuite, l'autre question était de savoir si parmi ces enfants avec TH, il y avait usage de drogue. Alors d'autres études avaient été faites plutôt aux États-Unis. Et là, une étude de suivi que je vous présente ici sur une cohorte avec des enfants, de 76 enfants entre 6 et 8 ans, donc traités, avec un traitement qui est signe d'un TH sévère. Ils ont été suivis sur une douzaine d'années et autour de l'âge de 20 ans, 45% d'entre eux effectivement étaient considérés comme alcooliques ou toxicomanes. Donc, vous voyez, à peu près la moitié de ces enfants qui étaient sous ce traitement ont développé des addictions, ce qui pour moi a été un choc, car c'est un gros risque et il faut commencer à comprendre. Alors évidemment, il y a des prédicteurs que l'on va voir, mais on y reviendra plus tard. Si on regarde la population générale, on voit à peu près la même image. Ça, c'est une étude de 2007 faite dans divers pays. Alors voyons si ce que l'on voit dans ces pays. Alors dans l'ensemble, la prévalence chez les adultes est de 3,4%, mais dans les sujets de la population générale avec addiction, la prévalence de TH est plus élevée, avec un risque donc plus important, comme ici. Ça paraît tout à fait probable. Et comme on peut l'imaginer, ils ont commencé avec des TH et ensuite ont développé des troubles liés à la toxicomanie. Et dans cette étude de 2007, seulement c'était essentiellement les États-Unis qui traitaient avec des neurostimulants, alors que le reste du monde ne le faisait pas. Et ceci peut également changer la donne. Nous avons ici une étude croisée sur des études de cohorte prospective où l'on a regardé les risques de toxicomanie chez des enfants ayant eu des TAH. Et là aussi, dans ces études, on voit un risque de 1,5 à 3 fois et demi plus élevé chez les enfants avec des TAH par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc ici, nous avons une revue de prédicteurs concernant les troubles de la toxicomanie et les TAH font partie de ces prédicteurs. On a ici effectivement un ratio qui est de 2 à 3
Et quand on prend les autres troubles qui sont des comorbidités des TH, on peut arriver même à des ratios de 4. Donc nous avons ici, c'est à peu près la certitude qu'on a, la seule qu'on a, c'est que c'est ainsi et nous estimons que c'est une estimation tout à fait raisonnable. Alors, est-ce que les TH peuvent être responsables de la toxicomanie ou est-ce que les choses sont plus compliquées? Alors évidemment, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui peuvent aussi provoquer les TH et qui peuvent provoquer d'autres types de troubles. Mais ce que je suppose dès le départ, c'est qu'il y a aussi rapport de cause à effet entre TH et toxicomanie, même si certains disent que ce n'est pas vrai, certains estiment qu'il peut y avoir d'autres types de comorbidités. Donc la discussion reste toujours en cours et nous avons ici par exemple une autre étude assez ancienne aussi de 2009 qui considère différents types de dépendance, comme celle que nous avons déjà évoquée, et on peut voir que là, il n'y a ni TH ni développement, ni trouble du comportement, avec donc probabilité de développer de la toxicomanie. Seul avec TH, c'est un pourcentage différent, et avec les troubles du comportement, c'est 27%, beaucoup plus si les deux sont présents. Donc on peut imaginer que les TH ont effectivement un effet sur le développement de la toxicomanie, mais ce facteur augmente si le patient à la fois présente des TH et des troubles du comportement. Alors ça, c'est une étude un petit peu plus récente qui vient des Pays-Bas, avec là aussi plus ou moins le même tableau. On voit le développement de comportements d'alcoolisme ou de toxicomanie. Ici, nous avons des patients qui sont comparés avec des sujets sains. Dans les patients TH, la probabilité d'augmenter des troubles de l'alcoolisme, liés à l'alcoolisme, sont plus élevées. Et si on a effectivement des TH plus des troubles du comportement, c'est la probabilité encore plus élevée de développer ensuite une toxicomanie. Donc là aussi, on voit que le plus grand risque apparaît dans ces groupes avec les deux types de troubles. Alors, quant à la relation entre TH et toxicomanie, est-ce que c'est vraiment une relation causale? Si on prend les facteurs causaux de la TH, on peut peut-être empêcher de développer des troubles de la toxicomanie. Alors ça, c'est des choses qui ont été étudiées, mais la question est de savoir si on peut empêcher justement le développement de TH n'est pas faite. Alors, est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est l'étude que je vous ai déjà montrée, sur laquelle la moitié des patients dans cette étude de suivi ont développé à la fois un alcoolisme ou une toxicomanie. Et si l'on regarde les prédicteurs de ce développement de comportement addictif, il y a différents facteurs, mais un seul facteur prédictif a pu être isolé, c'est le traitement au méthylphénidate. Et plus tôt ce traitement est initié, et plus faible est la probabilité de développer donc des troubles par la suite. Par ailleurs, ou des addictions, on va dire. Par ailleurs, d'autres études ont été faites. Là, une méta-analyse. Je ne sais pas ce que vous pensez des méta-analyses. Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui sont pas du tout de bonne qualité. Et aussi, il y a des interprétations parfois trop simplistes de ces mauvaises méta-analyses. En voici une. Alors la question est de savoir si le traitement dans l'enfance pour les TH va résulter en une addiction. Alors là, il y a plus de 2500 enfants qui ont été inclus dans cette méta-analyse. Et en fait, il n'y a pas d'effet, et la réponse de cette étude est non, il n'y a pas d'effet de ces neurostimulants. Alors, voilà les données que l'on peut lire, et vous pouvez voir que certaines études, elles, révèlent
un risque plus élevé d'addiction si on utilise ces stimulants. D'autres, au contraire, des probabilités plus faibles d'addiction. Donc ces chiffres, dans l'ensemble, ne signifient rien du tout. En fait, il faut voir pourquoi certaines études ont trouvé une chose et d'autres une autre. Donc cette conclusion, la conclusion de cette méta-analyse est totalement inutile. Par exemple, ils n'ont pas regardé le pourcentage de patients qui avaient utilisé ces stimulants. Ils n'ont pas non plus considéré les comorbidités, les troubles du comportement. Ils ont simplement considéré le niveau de gravité des tâches. Donc évidemment, s'il y a un trouble plus sévère, la probabilité est plus importante d'avoir un traitement au stimulant. Et s'il n'y a pas de différence, eh bien cela signifie qu'il peut y avoir effectivement un intérêt à prendre ces stimulants. Mais ce n'est pas la seule réponse. Il y avait aussi d'autres études. Ici, par exemple, encore une étude hollandaise qui montre aussi très clairement que si vous avez un patient avec TH qui utilise des stimulants, le risque d'addiction se normalise. Donc, vous voyez par exemple que vers 17 ou 18 ans, il y a déjà des phénomènes d'addiction qui apparaissent. Et avec l'utilisation de stimulants, par contre, ces chiffres baissent à peine 12%. Alors, vous voyez, c'est pas... il y a des effets effectivement intéressants, des effets sur l'absence de dépendance. Alors, d'autres études montrent que plus le traitement est démarré tôt, plus les résultats sont différents. Donc là aussi, une autre étude très intéressante qui a été publiée il y a 18 mois à peu près, et on voit qu'il s'agit d'une étude sur 380 TH qui avaient une douzaine d'années. Ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y avait un groupe témoin suivi sur la même période et le type de médicament a été étudié. Donc, ils ont commencé par une médication assez tardive, autour de l'âge de 11 ans, avec des doses de 24 mg en moyenne de méthylphénidate. Et il y avait d'autres qui ont démarré plus tôt, mais avec des doses plus modérées. Et puis d'autres avec des doses plus intensives, mais plus tardives aussi. Et un groupe, évidemment, qui n'en a pas utilisé du tout. Donc, ça permet de voir un petit peu s'il y a un développement d'addiction. Et là, les données sont très impressionnantes parce que s'il n'y a pas de stimulants et sans TH, le risque d'addiction est moindre. Mais si vous utilisez des stimulants à faible dose, que l'on commence tôt ou tard, vous voyez qu'il y a une réduction du risque de toxicomanie. Mais si vous démarrez tôt, avec des doses élevées, eh bien, vous réduisez le risque de troubles de dépendance d'à peu près 10%. Donc finalement, les meilleurs résultats avec les enfants TAH, c'est d'utiliser ces neurostimulants vers 6, 7, 8 ans avec des dosages plus faibles. Et là, vous avez aussi des données sur la dépendance à la nicotine avec le même type d'effet, mais le seul prédicteur, c'est surtout le moment où ils sont pris. Alors, bien sûr, ce sont des études qui ne sont pas contre témoins, mais je peux vous rassurer, ça ne va pas se faire. Il n'y aura pas d'études qui vont démarrer à l'âge de 7-8 ans et qui va suivre les patients jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans. On n'aura pas ce type d'études randomisées contre témoins. Et si jamais c'est le cas, ce sera voué à l'échec. Ce n'est pas possible de poursuivre une étude comme ça sur des périodes de 12 ans ou plus. Alors, est-ce que ces données suffisent là? Il y a aussi d'autres façons de considérer les choses. Il faut aller en Scandinavie parce que là, ils gardent tous les dossiers. Nous avons là une étude de registre avec 28 000, 29 000 même patients suédois traités. Est-ce que vous voyez? Alors, le tableau est un peu compliqué, mais
ce que montre ce registre, c'est que si vous regardez les enfants TH traités et qui ont fini par être traités aussi pour dépendance, eh bien, ces chiffres ont été diminués de 70% si des stimulants étaient utilisés avant l'âge de 15 ans. Alors, on ne sait pas exactement à quel âge ils ont commencé à les prendre, mais on voit quand même une réduction de 70% de la toxicomanie. Alors, certains disent que c'est dangereux d'administrer ceci, ce méthylphénidate ou même d'autres stimulants à des enfants si jeunes. Mais il faut quand même y réfléchir parce que finalement, c'est une question importante. Là, quelques-unes des données qu'on trouve dans la littérature, et ça, c'est probablement ce qui est le plus important ici. C'est en fait, si l'on regarde le volume des ganglions basaux chez des patients avec TH, si l'on donne du méthylphénidate ou autre stimulant, ce que l'on voit, là, on a différents échantillons. Chaque point représente un échantillonnage différent. Et bien, plus les patients TH sont traités avec des stimulants et plus ils s'approchent d'un volume normal de leurs ganglions basaux. Donc, il semblerait que le méthylphénidate soit en réalité quelque chose qui va stimuler la maturation du cerveau, c'est-à-dire que on va retrouver des tailles normales de ces ganglions basaux. Alors évidemment, il y a toujours les questions de sécurité si on traite des enfants avec ces stimulants. Là, nous avons une revue très intéressante qui nous dit beaucoup de choses, mais surtout que la structure du cerveau et sa maturation augmentent, enfin, sont facilitées par ces traitements contre les TH. Je pense que c'est assez rassurant. Donc là, nous avons une position très forte. En fait, si vous avez un enfant avec TH et qui ne répond pas bien à des traitements non médicaux, envisagez un traitement au stimulant dès un jeune âge. Envisagez de donner à cet enfant des doses de traitement pour éviter peut-être le développement de troubles de l'addiction plus tardifs. Donc, je sais que c'est un sujet en discussion, mais voilà ce que nous disent les données. Et si vous voulez attendre les études randomisées contre témoins, vous n'aurez rien. Donc, c'est ma recommandation ici, très forte. Alors, comment imaginer que la dépendance et les TH vont de pair? Alors, il y a plusieurs raisons. Les TH font que les gens sont souvent sans repos et en fait, très souvent, les TH précèdent le développement d'une dépendance. Mais parfois, on observe des troubles de l'attention et de l'hyperactivité tardifs chez l'adulte. Mais à mon avis, on a probablement moins de risques de le développer tardivement après une dépendance. Par exemple, quand on utilise des stimulants, on peut se dire, tiens, ça améliore mon hyperactivité, mes troubles de l'attention, ce qui signifie que la plupart des addictions chez les patients TH seront aussi des stimulants aux addictions finalement. Ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, on peut se dire, OK, c'est parce qu'aussi, ils utilisent du cannabis pour mieux dormir, par exemple. C'est possible. Mais ce sont souvent des troubles qui ont des prédispositions génétiques communes et des facteurs environnementaux communs pour ces deux types de troubles, les TH et les troubles de la dépendance. Il y a donc des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, et dans le cas des TH, ça va donc favoriser le développement de dépendance. Alors, les choses peuvent être évidemment un petit peu plus compliquées que ça. Les TH peut aussi être à l'origine d'un trouble dépressif majeur qui va nécessiter l'utilisation de stimulants parce que ça va soulager la dépression ou des problèmes d'insomnie, par exemple, des problèmes de sommeil.
Ici, une très belle revue de Molina et Palamen de 2014. Ils ont répertorié tous les mécanismes possibles qui peuvent être impliqués chez les patients TH qui développent une dépendance. Et ils l'ont représenté sous cette forme imagée. Alors voilà comment ça fonctionne. Ça commence par la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la neurobiologie. Il peut y avoir effectivement des phénomènes d'addiction déjà dans la TH, mais aussi d'autres phénomènes qui arrivent, des échecs scolaires et autres difficultés. Et de ce fait, ils se retrouvent avec des gens comme eux et dans un environnement où effectivement il va y avoir usage de drogue et autres. Donc tout est possible finalement. Moi, j'ai quelques doutes à propos de ce modèle et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà ce modèle très simplifié. Voilà ce qui peut se passer. Alors ça peut être les gènes, l'environnement, l'automédication, les problèmes familiaux, tout peut être là. Mais si l'on regarde la génétique de ces deux types de troubles, qu'est-ce que l'on voit quand on regarde les familles? Avec les études les plus simples, par exemple au niveau des relations familiales. Donc au niveau génétique, on voit que très souvent, chez les enfants, les parents alcooliques, les enfants sont très souvent dépendants, mais aussi avec des risques plus importants de différents troubles. Donc, ceci peut déboucher sur des dépendances aux substances et surtout, ils ont une probabilité encore plus forte, avec un odds ratio de 4, de devenir des patients TH. Donc ça, il y a quand même, semble-t-il, une caractéristique familiale. Donc ça, c'est une des premières études qui a été faite sur les troubles mentaux classiques. Ça date de 2003. Et cet auteur a regardé différents troubles et l'environnement génétique. Et on voit des troubles qui sont par exemple externalisés, mais avec une contribution génétique, comme par exemple la dépendance à l'alcool, aux drogues et le comportement antisocial, etc., qui ont beaucoup de variabilité génétique commune. Donc il n'y a pas un gène de DTH ou de l'alcoolisme, mais ce sont des gènes qui sont partagés avec différents troubles externalisés. Et en fait, en 2003, on ne s'intéresse pas beaucoup au TH. Et si ce qu'il faisait, c'était par pure fantaisie, en pensant donc à ces troubles externalisants. Et du fait de ces données, on a fait des études dans des familles et chez des jumeaux pour considérer leurs troubles et leurs différentes addictions ou dépendances. Donc les chiffres sont intéressants en termes donc de TH, d'irritabilité, etc. Et les corrélations phénotypiques entre TH et alcoolisme apparaissent aussi. Donc il y a un chevauchement des différents symptômes et ce ratio de 0,30 peut s'expliquer par des facteurs génétiques et non pas par des facteurs environnementaux. Donc si on y réfléchit, alors bien sûr il y a eu d'autres études de fait aussi qui ont montré des choses assez semblables. Ici par exemple une étude qui montre les corrélations génétiques entre TH, dépendance à la nicotine, au tabagisme, à l'alcool, etc. Il y a aussi des corrélations génétiques entre les TH et des troubles de l'usage de drogue, des troubles de toxicomanie. Donc ça peut être très intéressant. Donc on a décidé de refaire cette étude, de la répliquer. Et cette fois-ci, on a travaillé donc sur la variabilité génétique. Et les TH venaient avec aussi d'autres types de troubles comme le
troubles du spectre de l'autisme ou des troubles dépressifs. Donc il semblerait que les TAH et les troubles de la toxicomanie ont beaucoup de vulnérabilité génétique en commun. Et c'est ce qui a été dit dans des revues concernant la comorbidité des TAH et des toxicomanies. Mais le modèle reste complexe. Je ne dis pas qu'il n'est pas vrai, mais je pense qu'effectivement, il y a des gènes partagés dans ce modèle. Et bien sûr, il y a aussi l'interaction entre les gènes et l'environnement. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, les gènes associés à un facteur environnemental vont augmenter le risque de voir un jeune avec TH développer des troubles de l'addiction, de la dépendance. Donc, il semble quand même qu'il y a des choses à faire en termes d'intervention sur ces gènes si on veut traiter ces enfants. Donc, c'est là qu'on commence à réfléchir à différents types d'interventions ou de traitements neurobiologiques. Alors, quels sont ces aspects neurobiologiques? Donc ça, c'est le modèle qu'on utilise très souvent quand on parle d'addiction. C'est un modèle qu'on a volé avec sa permission à ces auteurs qui ont parlé pour la première fois de phénotype de la schizophrénie. Je crois que c'était en 2003 aussi. Et ces auteurs ont dit donc il y a chez les gens des gènes, chez certaines personnes des gènes. Donc ici, on a le chromosome, on a ici bon, évidemment, je simplifie. On a ces gènes et selon les combinaisons de gènes, on peut développer ou on est avec en fait un phénotype qui va être caractérisé par de l'inhibition de la compulsivité, par différents types de déficiences ou de nécessité d'avoir recours à des excitants avant d'avoir du plaisir. Donc, ça fonctionne au niveau des récepteurs de dopamine, etc. Donc, on peut être né avec ce type de structure cérébrale, si on peut dire. Et puis, selon les environnements, on peut effectivement développer un petit peu plus les phénotypes de l'addiction. Et si l'on réfléchit en termes de neurobiologie, il y a des patients addictifs qui ont effectivement un fort système de récompense. Et si on y réfléchit au niveau des adolescents, ils ont effectivement un gros système de la récompense. Ils font les choses en fonction de la récompense. Et c'est vrai aussi pour les patients TH, ils ont une maturation retardée du cerveau. Donc je pense que ici, il ne s'agit pas uniquement de personnes toxicomanes, mais des premiers stades de développement d'une forme d'addiction qui peut démarrer par un TH. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais si vous réfléchissez à ces systèmes d'inhibition, de récompense et d'excitation, c'est tout à fait possible. Par exemple, pour certains enfants, il est impossible de retarder la récompense. On le voit ici. Mais si vous regardez les patients avec une addiction, ils ne peuvent pas retarder cette récompense. Et voyez ici ce graphique en bas, ce sont les témoins qui, eux, savent attendre à la récompense. Alors que là, ce sont des gens, par contre, avec des problèmes d'addiction, mais sans problème antisocial, de comportement antisocial. Donc, vous voyez, on peut réfléchir à ceci. Ici, le même type de test que l'on fait chez les patients TH, avec là aussi le fait qu'ils ne savent pas attendre la récompense. Alors, c'est la même chose, mais présentée légèrement différemment, avec un petit effet de taille léger à modéré. Et là encore, des témoins sains qui savent attendre la récompense, alors que chez les TH, non.
et en particulier avec les cocaïnomanes, TH et cocaïnomanes. Ils sont plus impulsifs. Il y a donc une impulsivité motrice importante. Là aussi, il y a quelque chose qu'on appelle error monitoring. Donc, chez certains patients, effectivement, avec cette impulsivité motrice, on ne le voit pas ici, mais pardon. On a le cortex cingulé antérieur ici. Et si vous voyez les témoins, si vous leur donnez une tâche où ils doivent faire un choix, ils commencent à réfléchir, eh bien, on peut même dire que c'est leur cortex singulier qui commence à réfléchir. Est-ce que je vais boire un verre d'alcool maintenant ou est-ce que je ne vais pas attendre un petit peu parce qu'il faut que je travaille quand même encore un petit peu? Donc, il y a toujours cet effet d'équilibre entre les idées. C'est ainsi que les psychologues peuvent contrôler les choses. Alors, ce qui est d'ailleurs tout à fait sage, vous voyez qu'ici, ce n'est pas le cortex singulier qui fonctionne, par contre. Et chez les témoins opposés à des joueurs, on a aussi ici cet effet de réflexion d'équilibrage avec l'activation du cortex singulier. Et là, chez les joueurs pathologiques, on a un autre système. Ils sont au casino, ils ne réfléchissent plus, ils jouent, c'est tout. Ici, des patients TH. Je reviens juste en arrière. Vous voyez, ici, les témoins normaux, on va dire. Ici, le joueur pathologique sans activation du cortex. Et là, aussi, chez des adultes, alors, contrôle sain et TH, vous voyez que l'image est différente. Rien ne se produit au niveau de ce cortex chez les TH. Donc là aussi, ils sont très proches dans leur neurobiologie. Et là, ce n'étaient pas des toxicomanes, simplement des TH. Donc, on se demande si on peut voir des différences au niveau des tâches neurocognitives. Parce que moi, j'étais quand même à moitié convaincue qu'on trouverait des patients TH qui développeraient une toxicomanie de 30 à 50% et qui seraient probablement plus impulsifs que, je dirais, le patient basique de TH. Et là, on a des mesures de l'impulsivité qui n'ont pas permis d'évaluer de prédicteurs de la toxicomanie chez les TH. Ou alors peut-être que leur impulsivité est déjà tellement développée qu'il y avait un effet plafond, je ne sais pas. Mais ils en ont conclu que le problème ne se situe pas dans les facteurs neurologiques à froid, mais dans le phénomène de récompense à chaud. Donc, ceux qui développent une addiction ont effectivement un phénomène de récompense différent. Mais il y a aussi l'impulsivité qui va être mesurée par d'autres types de systèmes, y compris des auto-mesures. Alors, vous savez que l'impulsivité, c'est quelque chose de très compliqué et c'est très difficile de comprendre, enfin de comparer les mesures auto-rapportées et les mesures faites par des psychologues. Et il y a ce qu'on appelle l'urgence positive et l'urgence négative. Donc, par exemple, après des émotions positives ou négatives, il peut y avoir ces sentiments d'urgence qui peuvent être des médiateurs du développement d'une addiction chez ces TH. Donc, c'est une impulsivité qui est rapportée elle-même par les patients eux-mêmes. Alors, quant aux défaillances en matière de récompense, ce sont probablement des patients qui ont une moindre densité des récepteurs dopaminergiques au niveau des
des ganglions basaux du nucleus accumbens, et c'est pour ça qu'ils perçoivent si facilement le plaisir. C'est aussi ce qu'on appelle l'anédonie, et donc ça se voit très clairement ici. On a là donc des témoins avec des toxicomanes, des cocaïnomanes, avec beaucoup de rouge, c'est qu'il y a beaucoup de récepteurs dopaminergiques. Chez les cocaïnomanes, ils ne les ont pas, et chez ceux qui consomment de la meth, c'est pareil. Donc, vous voyez, ce sont des facteurs qui peuvent influencer le développement de l'addiction. Et même chose ici chez les TH. C'est moins évident peut-être, mais si vous comparez les résultats en termes de neurochimie de TH et d'usage de substances avec un PET scan, par exemple, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, d'images qui se chevauchent entre ces types de patients, sauf peut-être au niveau des MRS. Mais ces données sont probablement très faibles. Donc, si on se demande quels sont les patients TH qui vont développer une addiction, parce que ce n'est pas tous qui vont développer une addiction, seulement 30 à 50%, mais une fois qu'ils l'ont développée, il semblerait vraisemblable qu'ils auront des problèmes, ou qu'ils ont déjà des problèmes dans leur système de récompense. Voilà la conclusion de cette revue sur ces données d'imagerie. Mais basé sur la l'impulsivité, on ne peut pas exclure que cela puisse être aussi des patients de TDA qui ont un haut niveau d'impulsivité. Donc, je conclus que le TDAH est entre 10 et 20% de patients ont le TDA infantile est un prédicteur qui est indépendant de la présence de troubles de l'usage, et c'est aussi le traitement précoce avec des stimulants dont des patients peuvent éviter le développement de désordres, troubles de substance. Le réseau génétique sous-jacent est sous-jacent à la comorbidité, et la neurobiologie est très similaire avec une sensibilité et l'impulsivité à haut niveau et la prédiction. Et bien entendu, il reste à répondre à la question. Il y a la neurobiologie sous-jacente qui a un rapport très fort, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon traitement? Et heureusement pour vous, Maurice est ici avec nous et il va répondre à cette dernière question. Comment est-ce qu'on traite les patients qui développent ce désordre? Il y a des nouvelles données et Maurice va nous éclairer sur ce point. Discussion après l'exposé de Maurice. Je lui laisse la place. Few answers. I think there's a lot of. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de méconnaissance du risque d'épisodes psychotiques avec les traitements anti-TDAH. Pardon. Je pense comme Maurice qu'il faut d'abord un bon diagnostic. Et là, on ne voit plus d'épisodes psychotiques. La littérature en est pleine, mais c'est probablement parce que le diagnostic est posé de TDAH est posé alors que c'est plutôt un trouble psychotique. Alors, je ne dis pas que chez les TDAH et les psychotiques, il n'y a pas besoin de ces hautes doses, mais si vous voulez traiter ces patients-là, il faudra accepter effectivement des dosages beaucoup plus élevés que les médicaments
classique. En fait, dans une de nos études, on a montré que les mêmes doses de méthylphénidate ne fonctionnent pas pareil selon que l'on a que un TDAH ou une comorbidité avec une cocaïnomanie, par exemple. Donc, c'est une question du transporteur de dopamine. Vous savez qu'il faudra donc une dose plus élevée pour ce méthylphénidate. Mais je dirais qu'il faut peut-être commencer par un dosage normal, en sachant que ça peut ne pas suffire. Et c'est le patient qui vous guidera en fonction de ce qu'il vous dira et de ce que vous dira sa famille. Si vous devez aller à 80 mg, ce n'est pas un problème. On va même beaucoup plus haut, puisqu'on va jusqu'à 140. Mais il faut éviter les abus qu'on voit rarement dans ces patients. Mais je crois que là, il faut être clair là-dessus. On sait qu'il y a des risques et que ça va être remis en question par d'autres personnes. Donc, il faut rester très ouvert à ce sujet. Mais on sait qu'on peut utiliser des doses plus importantes, qu'il y a des risques cardiovasculaires et qu'on voit par exemple de l'hypertension ou augmentation du rythme cardiaque, etc. Mais ces patients-là sont sous contrôle et ils vont bien. Mais il faut le savoir et vous faites avec eux ce que vous feriez avec les autres patients. Vous devez traiter avec le dosage qui vous permet d'obtenir des améliorations de l'état tout en veillant aux effets secondaires. Alors évidemment, il y a des études qui ont été faites avec des patients avec des addictions aux stimulants. Donc là, il faut envisager un traitement de substitution. Mais il y a une étude suédoise qui montre que, par exemple, dans le cadre d'une addiction aux amphétamines, on a une réduction à la fois des TDAH et des autres comportements addictifs. Donc, vous voyez, ça, avec une amélioration sous traitement. Donc, si vous avez aussi des patients alcooliques, n'hésitez pas non plus. Parce que il y a tout l'arsenal thérapeutique que l'on peut utiliser. Et quant au diagnostic, on a fait des études. Il y a quand même une tendance à retarder le diagnostic de TDAH jusqu'à ce que les patients soient stabilisés pour leurs autres comorbidités. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Dès que le patient se présente, il faut le dépister. Si votre dépistage est positif, n'attendez pas la stabilisation. Et si vous avez un résultat positif, et vous pouvez confirmer vos doutes avec un bon entretien. Mais moi, je n'attendrai pas trop que le patient soit stabilisé parce que ça peut ne jamais arriver. Alors qu'en traitant le TDAH, vous risquez d'avoir effectivement une amélioration de tout le reste. J'espère que Maurice est d'accord avec moi. Oui, nous on utilise effectivement de la dexamphétamine à longue action. On a fait des études sur des patients qui étaient sous cocaïne et héroïne et qui ont donné des bons résultats sur ces dexamphétamines à haute dose. Enfin, je ne dis pas élevées, mais des doses costauds, quoi. Et c'est-à-dire de 60 à 80 mg de dexamphétamine à libération prolongée. Je ne sais pas si vous avez la MM en France, mais en fait, celle qui est à la libération immédiate n'a pas d'intérêt pour les addictions. Donc, chez les patients, par exemple, avec
TDAH et addiction à la cocaïne, 60 mg était, non pardon, 80 mg était la dose élevée, la dose la mieux adaptée, pardon, à la dépendance à la cocaïne. Il y en a qui, évidemment, il y a des patients qui répondent différemment selon les dosages. C'est à vous de trouver, quand il y a par exemple cocaïnomanie et TDAH, eh bien, c'est à vous de trouver. Vous trouverez quand même des informations dans la littérature, dans la bibliographie, jusqu'à 80 mg, ce qui n'est pas une dose finalement si élevée. Alors, ça ne marche pas avec tous, bien sûr. Mais il y a de fortes probabilités que vous ayez une bonne réussite avec ça. Et on retrouve à 16h30. Hein.